Allô, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, allô Docteur Quano, c'est Lionel à l'appareil. Je vous en prie, n'y allez pas. Ces spécimens sont terriblement dangereux. Si vous vous approchez trop près d'eux, ils risqueraient de vous... Lionel, tu te la fermes! Je suis chercheur, moi. Je veux comprendre comment de telles erreurs de la nature ont pu voir le jour. Oui, mais Docteur Quano, les dessins animés que vous allez voir là, ils sont tellement moches que... Je m'en fiche, il faut bien que quelqu'un les regarde. Ça, c'est moi, je suis le Docteur Quano. Et là, je suis en train de m'aventurer dans un laboratoire qui contient 7 sous-sols. À chaque niveau, on apercevra un dessin animé qui a été mis sous quarantaine. Plus on descendra, plus il aura de risques de vous perturber. Et on va commencer tout de suite par le niveau 1. Bon allez, je me lance, ça doit pas être si terrible que ça de toute façon. Oh, oh putain! C'est irregardable! Bordel! J'aurais dû écouter Lionel! Sous-sol numéro 1, Jimmy Neutron. Ouais Lionel, c'est le Docteur Quano. La porte par laquelle je suis rentré s'étant refermée derrière moi, je suis actuellement bloqué dans le laboratoire. Il n'y a plus de réseau, c'est peut-être pour ça que tu réponds pas et que je peux que t'envoyer des messages vocaux. Mais, comme tu m'avais dit avant que je parte, au sous-sol le plus profond, il devrait y avoir un ascenseur me permettant de sortir d'ici. Sache-le, maintenant, j'ai peur, mais je vais être obligé de regarder ces 7 dessins animés pour m'échapper. J'arrive pas à croire ce que je suis en train de voir. Apparemment, ce gamin-là s'appelle Jimmy. D'après mes analyses, il est le personnage principal d'un dessin animé appelé Jimmy Neutron, sorti au tout début des années 2000. Enfin ça, c'est ce que je pense, en raison de l'animation qui a clairement l'air sortie d'une époque où la technologie 3D était encore à ses débuts. La peau des personnages est si particulière qu'on dirait du plastique. Mais moi, ce qui me perturbe le plus à vue d'œil, c'est la morphologie des personnages. Ils ont tous des proportions complètement grotesques. Rien que le crâne du personnage principal, on dirait le Pokémon Sorboule. Pardon, c'était un rire nerveux. Ouais, j'ai besoin de décompresser là. En fait, le dessin animé donne l'impression d'avoir une obsession pour les choses dégueu. Chose qui n'est pas surprenante, car il a été produit par Nickelodeon. Et Lionel, laisse-moi te dire que les productions de Nickelodeon à l'époque étaient réputées pour inclure des scènes et des visuels franchement répugnants. Et, tu l'as deviné, Jimmy Neutron a grandement participé à ça. En fait, Jimmy nous est présenté comme étant un personnage intelligent, et à chaque fois qu'il doit trouver une solution à un problème, il réfléchit. Donc jusque-là, rien de bizarre. Le problème, c'est que pour rendre la chose plus explicite, les créateurs se sont dit que ce serait une bonne idée d'être un peu plus visuel. À chaque épisode, lorsque Jimmy réfléchit un peu trop, la caméra traverse son oreille pour rentrer dans son système nerveux. C'est quoi ça? On aperçoit des textures de chair, de vaisseaux sanguins et de tissus internes modélisés avec une 3D grossière. Et ça, Lionel, laisse-moi te dire que c'est pas très beau à voir. Mais le pire, c'est que juste après, le spectateur se retrouve face au cerveau visqueux et luisant de Jimmy. L'insistance sur la matière gluante et humide de cet organe censé représenter l'intelligence s'avère visuellement très repoussante. Cependant, il est important que je garde mon sang-froid et que je prenne en considération le fait que on est au niveau 1 actuellement, et qu'au fur et à mesure qu'on va descendre, les dessins animés seront de pire en pire. Lionel, s'il te plaît, si je ne ressors pas d'ici vivant, considère ces messages vocaux que je t'envoie comme mon testament. Au prochain sous-sol, on va apercevoir un dessin animé qui a dérangé une génération entière d'enfants. Il s'agit du niveau 2, le Pôle Express. Le dessin animé que j'ai sous les yeux actuellement semble de manière flagrante souffrir du phénomène de l'Uncanny Valley. J'irais même jusqu'à dire que le Pôle Express, c'est l'une des premières formes d'animation qui a rendu le concept populaire. Et bon, Lionel, puisque je sais que toi t'es complètement con, laisse-moi t'expliquer ce que c'est l'Uncanny Valley. Pour la faire simple, quand tu vois quelque chose qui ressemble trait pour trait à un humain, mais qui n'en est pas un, ton cerveau perçoit ça comme une incohérence. Et cette incohérence a pour effet de te rendre mal à l'aise. Donc laisse-moi te dire qu'un cartoon qui génère un phénomène d'Uncanny Valley, bah c'est pas un cartoon qui déborde de beauté. Et si le film Le Pôle Express est si moche visuellement, c'est pas parce qu'il est sorti en 2004, non, parce qu'il y avait des très bons films d'animation 3D qui étaient sortis avant lui. Je peux prendre l'exemple de Toy Story 1, sorti en 1996. En fait, le problème avec Le Pôle Express, c'est que de ce que je vois, c'est le premier film d'animation à utiliser la motion capture. Et... oh bordel, c'est Tom Hanks, le célèbre acteur qui a joué Forrest Gump. Monsieur Hanks, qu'est-ce que vous foutez dans ce dessin animé? En fait, la motion capture a pour but de capturer des performances d'acteurs humains pour les transposer sur de l'animation 3D. Mais même si aujourd'hui la motion capture ça marche très bien, notamment dans des films comme Avatar, à l'époque, lorsque la technologie n'était pas aussi développée, c'était un désastre. Et c'est ça le problème avec le dessin animé Le Pôle Express. La technologie de 2004 n'arrivait pas à capturer les détails les plus subtils d'un acteur humain. Rien que le clignement des yeux, l'un des aspects les plus naturels sur un visage, ne pouvait pas être retranscrit. Résultat, les personnages ont un regard vide. On a l'impression de regarder des poupées inanimées
animé. Sauf que la motion capture inadaptée n'est pas le seul problème du film. L'esthétique globale est sombre et étouffante, sauf que ce n'était pas intentionnel de la part des créateurs, car c'est un film de Noël. Les textures des décors et des personnages visent un certain réalisme, mais le rendu de l'époque donne juste l'impression que c'est sale. Mais encore une fois, il faut que je relativise, car on est qu'au sous-sol numéro 2 après tout. Et Lionel, il faut que je t'avoue que je suis actuellement tétanisé, car au prochain sous-sol, on va apercevoir un dessin animé qui m'a traumatisé lorsque j'étais au collège et qui continue de traumatiser des collégiens encore aujourd'hui. Il s'agit du niveau 3, la SSR. En arrivant dans le sous-sol numéro 3, j'ai définitivement compris que les abominations qui ont été placées dans ce laboratoire sont dangereuses pour l'humanité. La SSR 1 et la SSR 2 représentent une véritable torture mentale pour tous les élèves de 5e et de 3e en France. C'est une honte de la part de l'État français, non, j'irais même jusqu'à dire que c'est un crime contre l'humanité de présenter une animation aussi sinistre à des adolescents, donc à des personnes vulnérables. Mais avant de parler de cette animation diabolique, parlons un peu du scénario. De ce que je vois, l'histoire de la SSR 1 et 2 se déroule dans un univers post-apocalyptique où tous les humains ont été frappés par un virus, les obligeant à devenir des dangers pour la société, notamment sur la route. Automobilistes qui prennent des sens interdits, piétons qui mettent des feintes aux voitures, motards qui se jettent sur la route. Motards qui se jettent sur la route. Les comportements alarmants et les tendances suicidaires des habitants de ASSR City ne sont clairement pas un bon exemple à montrer à la jeunesse. Tu peux voir un boug marcher tranquillement sur le trottoir et la seconde d'après, le voir se jeter sous les roues d'un camion. Et pour revenir sur l'animation, ce n'est pas normal que nos darons payent autant d'impôts pour qu'au final le budget alloué à l'audiovisuel de l'éducation nationale soit aussi miteux. Je suis le Dr Quano, donc je suis chercheur, et je pense sincèrement que l'animation de la SSR 1 et l'animation de la SSR 2 n'ont pas coûté plus que 20 €. Et je pense aussi que l'animation a été faite sur une calculette graphique. Bref, Lionel, pour le sous-sol numéro 4, j'ai l'impression qu'on va revenir à une animation un peu plus classique. D'ailleurs, s'il te plaît, n'hésite vraiment pas à liker et à t'abonner, c'est très important pour moi. Et je sais même pas pourquoi je te dis ça, parce que si ça se trouve, tu ne recevras jamais ces messages vocaux. Est-ce que c'est la profondeur qui me fait lentement sombrer dans la folie? Je sais pas. Niveau 4, Angela, Anaconda. Encore plus que pour les sous-sols précédents, il est clair à vue d'œil que ce dessin animé a un problème. En effet, de ce que je vois, la série a été faite en cut-out, un style d'animation dérivé du stop-motion où les animateurs n'ont qu'à découper des petits bouts de papier pour les faire bouger. Sauf que Angela Anaconda a fait quelque chose que aucun autre dessin animé avait fait auparavant, la découpe de réelles photos humaines. Au lieu de dessiner des visages eux-mêmes, eh bien les créateurs ont embauché des acteurs qu'ils ont photographiés dans plusieurs positions. Et bizarrement, ils ont mis ces photos en noir et blanc. En fait, le cerveau humain, il a horreur de voir des choses comme ça. Apercevoir des visages humains, mais totalement dénués de vie, de couleur et de chaleur humaine, eh bah, ça crée instantanément un sentiment de malaise. C'est comme si on avait l'impression de regarder des photos de personnes décédées. Et puis, le fait que ce soit des photos n'aide pas du tout. Étant donné que les yeux clignent rarement, on a constamment l'impression que les personnages nous fixent. Dire que Angela Anaconda est un dessin animé moche serait à la fois méchant et impliquerait que je critique les acteurs, qui eux ne sont pas moches bien sûr. Est-ce que c'est clair, Lionel? J'espère que t'as bien compris que je ne parle pas des acteurs, hein. Simplement, par définition, quelque chose de moche est une chose qui nous produit une impression désagréable. Et si on se penche sur le ressenti d'un spectateur lorsqu'il regarde Angela Anaconda dans sa globalité, bah c'est exactement ça. Maintenant, il arrive parfois qu'un dessin animé soit tellement moche que ça en devienne carrément sa direction artistique. C'est pour ça qu'il est temps que je me rende au sous-sol numéro 5, celui du niveau 5, les zinzins de l'espace. Ce dessin animé iconique est souvent qualifié de moche au premier abord, surtout si on le compare aux autres animations standards qui elles sont lisses et mignonnes. Pourtant, cette mocheté apparente est totalement volontaire, il s'agit carrément de l'essence même de ces dessins animés. En fait, pour les zinzins de l'espace, l'aspect grotesque et complètement difforme des personnages est accepté car ce sont des aliens. Les chara-design ont une asymétrie totale, les yeux ne sont presque jamais alignés ni de la même taille par exemple. Les dents des persos partent dans tous les sens et sincèrement, il faut se le dire, visuellement, c'est repoussant. Enfin, même toi, Lionel, tu n'es pas aussi moche que ça.
Ils sont vraiment trop ziggy, hein. Je me permets de les insulter parce que c'est ça qui fait leur charme. Donc ce choix artistique de rendre les personnages moches donne une identité à la série. Le truc, c'est que les designs des personnages traduisent instantanément leur personnalité. Ce qui fait que bizarrement, même s'ils ne sont pas agréables à regarder, ils nous génèrent pourtant un certain réconfort. Et oui, je te le rappelle, le cerveau humain a horreur des incohérences. Sauf que là, en regardant à quoi ressemble le personnage, on comprend complètement à quoi ressemble son caractère. Par contre, en vrai de vrai, c'est très bien tout ce que je suis en train de dire là, mais le problème c'est que les 2 derniers dessins animés qui me restent à découvrir, ils sont comme les zinzins de l'espace. C'est-à-dire que eux aussi, leur direction artistique, c'est d'être moche, ok? Ils veulent être moches, ils ne veulent pas le cacher. Ça c'est bien, mais ils sont allés trop loin. Il est donc temps qu'on se rende au sous-sol numéro 6, celui de Drôles de monstres. Étant un dessin animé diffusé par Nickelodeon. Oui, encore une fois, décidément, ils adorent faire ce genre de choses. Et Drôles de monstres nous raconte l'histoire de plusieurs monstres. Et jusque-là, Lionel, je pense que je ne t'apprends rien. On suit la vie de 3 créatures qui habitent littéralement dans une décharge publique et étudient à une académie pour monstres. Cet institut, elle a pour but d'enseigner aux monstres à faire peur aux humains. Si ce dessin animé a l'air si moche et repoussant, c'est parce qu'il repose sur une idée très simple. En effet, l'objectif ici est d'inverser les normes de beauté. Dans le monde de ces monstres, tout ce qui est mignon ou propre, c'est jugé comme répugnant, et à l'inverse, tout ce qui est dégueulasse, c'est la norme. De plus, là où dans un dessin animé classique, les couleurs dominantes sont vibrantes et chaleureuses, et bien dans Drôles de monstres, la palette de couleurs utilisée tend vers le marron ou le vert kaki. Ainsi, on se rend compte que ce sont les couleurs idéales pour créer des décors qui ne sont pas franchement jolis. Sauf que, contrairement aux zinzins de l'espace qui se servaient de cette mocheté dans un but réconfortant pour qu'on s'attache au personnage, et bien dans Drôles de monstres, on ne ressent pas du tout la même chose. En fait, si ce dessin animé a eu un certain succès, c'est pour la raison suivante. Je me rends compte que cette envie de dégoûter le spectateur en lui montrant des visuels très moches, c'est pas pour lui faire passer un bon moment, non, c'est plutôt pour lui attiser une sorte de curiosité morbide. Mais Lionel, il est enfin temps pour moi de me rendre au dernier sous-sol où se trouve la série la plus moche. Heureusement, en contrepartie, je suis censé trouver l'ascenseur qui me permettra de sortir d'ici, comme tu m'avais dit, hein. Donc, c'est parti, sous-sol numéro 7, me voilà. Mr. Mitty. Waouh, ce que je suis en train de voir là, c'est pire que la SSR. Et il faut le faire quand même. Diffusée au début des années 2000, cette série pour enfants est devenue l'un des Lost Media les plus déstabilisants dans le monde de l'audiovisuel. Et pour information, un Lost Media, c'est juste un contenu qui est très compliqué à trouver à la télé ou bien sur internet. Dis-toi Lionel que tu ne pourras jamais regarder cette série en entier si tu ne disposes pas d'un DVD ou d'une cassette qui contient tous les épisodes. Ainsi, je suis actuellement l'un des rares humains sur Terre à poser mes yeux sur ce truc. La série nous présente Josh et Parker, 2 adolescents paresseux qui travaillent dans un fast-food appelé Mr. Mitty. Ce programme pour enfants se moque ouvertement des concepts comme la surconsommation de viande, la malbouffe et la restauration rapide. Mais il le fait de la manière la plus dégueu et viscérale possible. Et quand j'emploie le mot viscéral, c'est pas un abus de langage, hein. Ça signifie que Mr. Mitty ne sait vraiment pas doser. Tiens, par exemple, Parker ici présent, c'est un énorme mangeur, et il y a un épisode où il souhaite participer à un concours de nourriture. Ainsi, pour remporter son concours, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'avaler un ver solitaire. Pour te la faire simple, un ver solitaire, c'est un parasite qui existe vraiment dans la vraie vie, qui vient se loger dans ton intestin, et qui consomme une grande partie de la nourriture que tu as toi-même avalée. Bon, inutile de te dire que c'était une très mauvaise idée, mais heureusement, Josh a pu retirer le ver avec une canne à pêche. Nous donnant l'un des moments les plus moches, dégueulasses et traumatisants de l'histoire de l'audiovisuel. Et puis, tu te demandes peut-être pourquoi depuis tout à l'heure, je ne parle pas de l'aspect visuel de la série. Lionel, s'il te plaît Lionel, regarde ces photos que je t'envoie là. Elles parlent d'elles-mêmes en fait. Bon, maintenant que j'en ai fini avec les 7 sous-sols, je devrais pouvoir trouver l'ascenseur dont Lionel me parlait. Mais... bordel de merde, y a pas d'ascenseur dans cette pièce en fait. Hein? Mon téléphone sonne? Allô? Allô, Docteur Quano? Ouais, Lionel, il se passe quoi là? Je t'envoie des messages depuis tout à l'heure, t'aurais pu répondre au moins, non? Dites-moi, Docteur Quano, vous êtes bien au 7e sous-sol? Wow, espèce et je viens de te poser une question là. Ouais, je suis au 7e sous-sol, et alors? Très bien, restez où vous êtes s'il vous plaît. Mais comment ça tu veux que je reste ici? Je dois me barrer d'ici moi. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Adieu, Docteur Quano. Hein? C'est quoi ça? Du gaz? Si je respire ça, je vais mourir. Lionel, pourquoi?
Si tu veux savoir ce qui m'est vraiment arrivé dans cette histoire, fais-le moi savoir en commentaire, et si tu veux voir à quoi je ressemble dans la vraie vie, viens sur mon Insta, le lien est dans la description.